Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous êtes bien dans la tribune du mardi, une tribune qui permet de passer en revue un certain nombre de sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la Guinée. La situation qui prévaut dans ce pays est très préoccupante. Le président Alpha Condé a décidé de briguer un troisième mandat, il faut dire les choses de cette façon. Et une bonne partie des Guinéens dit non à ce projet. Et cela provoque des manifestations dans le pays avec des morts, des manifestations suivies de morts et une sorte de paralysie de la ville de Conakry. Nous avons donc décidé d'en parler aujourd'hui. Surtout que jeudi qui arrive, jeudi prochain, eh bien, est présenté un peu comme le jeudi de tous les dangers, surtout que l'un des opposants, Sidya Touré, a décidé de porter plainte parce qu'il y a eu des manifestations suivies de morts. On va commencer par le premier sujet et après cela, je vous présenterai nos invités et nous engagerons la discussion. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Porter plainte contre les auteurs et les instigateurs des tueries qui ont fait plus de 9 morts et plusieurs blessés lors des manifestations du 14 et 15 dernier à Conakry. Voilà là la décision ferme qui ressort de l'Assemblée générale présidée par Sidya Touré. Au cours de cette assemblée, le président de l'Union des forces républicaines s'est indigné quant à la tournure mortelle des manifestations. Mais qu'est-ce qui donne le droit à des gens au XXIe siècle, en 2019, en République de Guinée, de tuer des gens? C'est interrogé celui qui fut Premier ministre. Parlant au compte du Fonds national de défense de la Constitution, une plateforme qui regroupe les principaux partis politiques de l'opposition, de la société civile et du syndicat, Sidya n'a pas manqué de rappeler que les principaux responsables qui ont donné des instructions doivent avoir une interdiction de séjour en Europe et aux États-Unis. Rappelons que les manifestations que connaissent la Guinée actuellement visent à empêcher la modification de la Constitution et combattre un troisième mandat pour Alpha Condé. Toutefois, une marche pacifique se tiendra ce jeudi 24 octobre 2019 sur l'autoroute Fidel Castro à Conakry. Alors, ce jeudi aura lieu donc cette marche, mais permettez-moi de vous présenter nos invités. Je suis à ma gauche le professeur Serge Lungu, géographe politique. Bonsoir professeur, merci beaucoup d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir encore une fois. Bonsoir Georges Abouké. Merci beaucoup. Et puis de l'autre côté, sur ma droite, Robert Adondé, directeur de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Bonsoir. Bonsoir Georges. Merci beaucoup d'être passé du journal à cette émission. Nous allons essayer de passer en revue les difficultés que connaît ce pays, la Guinée. Et comme je le disais, un jeudi de tous les dangers, c'est vous qui avez signé ce sujet. Eh bien, nous allons le reprendre. Il est passé au journal, mais il est bon de voir comment la situation se présente là-bas en Guinée, en Afrique occidentale. 10 manifestants ont trouvé la mort à Conakry et Mamou et près d'une centaine ont été blessés par balles lors des échauffourées contre un troisième mandat d'Alpha Condé. À ce triste bilan s'ajoutent 200 arrestations opérées dans la foulée de ces manifestations. La résistance est forte et les incidents des 14, 15 et 16 octobre dernier, initiés par le Front national de défense de la Constitution FNDC, ne semblent pas encore convaincre Alpha Condé de renoncer à briguer un troisième mandat. En déplacement ce samedi 19 octobre à Bofa, au nord-ouest du pays, les intentions du numéro 1 guinéen sont restées intactes. Dans ses propos, il a déclaré « Nous dirigerons jusqu'au jour où Dieu le voudra. Personne ne peut parler à la place du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est au peuple qu'on doit demander ce qu'il veut. Comme ils savent que le peuple n'est pas derrière eux, ils font la pagaille. » Et le président guinéen de minimiser les manifestations organisées dans plusieurs villes de la province en estimant qu'il s'agit d'une pagaille à Conakry et plus précisément à Koza et Bambeto. Pour Alpha Condé, les images relayées sur les réseaux sociaux sont celles des manifestations qui ont eu lieu à Haïti et au Mozambique. Il impute aux manifestants la responsabilité des tueries et troubles observés. Accusés de troubles à l'ordre public et arrêtés samedi 12 octobre, les leaders du FNDC ont été jugés et risquent 5 ans de prison selon les réquisitions du procureur de la République. Des faits qui corsent la situation dans le pays avec la radicalisation des positions. Les meneurs du FNDC, dans une déclaration lue ce samedi par Oumar Silla, coordinateur par intérim du mouvement, appellent à une nouvelle mobilisation le jeudi 24 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. On est presque tenté de dire que le président Alpha Condé ne connaît plus les rues de sa capitale. Mais bon, professeur, comment est-ce que vous avez réagi en tant que géographe politique quand vous avez appris ce projet du président Alpha Condé?
D'abord, ça m'a inspiré en tant que géographe, vous le dites si bien, un commentaire je dirais, de portée générale. Cette situation est intéressante. Elle est intéressante non pas que elle me satisfasse moi personnellement, mais elle est intéressante en tant qu'objet d'analyse pour les spécialistes des questions politiques. Elle est intéressante dans la mesure où elle permet de tordre le cou, et c'est bien que vous rappeliez que je suis effectivement géographe, elle permet de tordre le cou à une thèse qui est répandue dans les milieux journalistiques, dans les milieux des analystes politiques, tendant à laisser croire qu'il y a une distinction, il y a une dichotomie entre la réalité sociopolitique en Afrique centrale, l'Afrique centrale où les États seraient empêtrés dans un modèle politique dictatorial, avec des crises et des gouvernements perpétuels dont la tendance serait à se régénérer à la faveur donc des successions patrimoniales ou de père à fils, etc. Ça, c'est l'idée générale qui est dégagée par ces analystes-là, d'une part, et d'autre part, la situation en Afrique de l'Ouest où finalement les pays auraient évolué vers un modèle démocratique avec des élections présidentielles apaisées, aboutissant à intervalles réguliers à des changements à la tête de l'État. Donc, cet exemple-là montre qu'en réalité, il n'en est rien du tout, qu'il n'y a pas de déterminisme géographique ou régional, et que, en fait, chaque pays, que l'on soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, est en soi une réalité propre qu'il faut analyser de manière tout à fait objective. Et j'ai envie d'ajouter de l'eau à votre moulin en parlant de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans au Burkina Faso, en parlant de ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Bénin, et en parlant de ce qui est en train de monter un peu comme crispation en Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Alors, je me tourne vers vous. Robert, quel est votre sentiment? Comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu parler de ce 3e mandat éventuel du professeur Alpha Condé? Alors, le premier sentiment, c'était d'abord un sentiment d'étonnement, de surprise, parce que quand on connaît Alpha Condé pour avoir été un opposant virulent, pour avoir fait bouger les lignes, on se serait évidemment attendu à ce que la transition soit douce, soit naturelle, soit sans heurts, sans incident majeur. Maintenant, on se retrouve, hélas, dans ce type de configuration où on va presque franchement vers un bras de fer entre le président Alpha Condé et ses concitoyens. On espère, on souhaite en tout cas qu'ils puissent entendre raison et qu'on n'en arrive pas à des situations plus dramatiques. Et ici, à Libreville, on a pu rencontrer des Guinéens qui nous ont donné leurs sentiments sur la situation qui prévaut également dans leur pays. Le problème, c'est M. Alpha Condé. Il est élu dans une constitution 2010 qu'il a mis dans le pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, M. Alpha Condé, il a vu d'essentiel la constitution pour biriguer 3e mandat, qui n'était pas programmé. Vous voyez bien, le problème, c'est Alpha Condé. Ce qui nous préoccupe pour le moment au niveau de la politique guinéenne, avant tout d'abord, c'est les manifestations qui empêchent les citoyens de circuler librement et transparentement dans leur pays, dans notre pays. Et aussi, les situations sont tellement chaotiques, non seulement en Guinée et aussi au niveau de la diaspora. Quand il n'y a pas la paix chez nous, c'est parce qu'il n'y a pas la paix ici. Parce que 70% de la diaspora guinéenne, c'est nous qui nourrissons notre parent au pays. Bon, ce que nous, on pense sur ça, c'est chose inacceptable. Professeur Alpha Condé, c'est un opposant en qualité pendant 40 ans, avant notre naissance. De nous, en 98, on pensait qu'Alpha Condé peut mettre la Guinée dans un bon moment et un bon droit. Aussi, il a raté en 1998, en 2013 aussi, il a raté. Donc, en 2010, on pensait que si Alpha Condé arrive au pouvoir, il va mettre tout le Guinéen dans le même bateau. Mais malheureusement, l'espoir a raté. Donc, ce qu'on peut dire, il a fait 2010-2015. Nous avons voté en 2015, en 2010, en 2013. Donc, il a remporté les élections de 2010.
En 2013, il a remporté l'élection législative. En 2015, il a remporté les élections présidentielles. Donc, en 2018, nous avons parti en élection communale. Jusqu'à présent, là où nous sommes assis là, il y a certains chefs de quartier qui n'ont pas encore installé. Chefs de quartier, chefs de district, chefs de secteur, ils n'ont pas encore installé. Jusqu'à maintenant, l'élection qu'on avait votée en 2013, nous sommes en 2019. Les députés qui sont assemblés, leur mandat est déjà périmé. Aujourd'hui, on les appelle députés périmés. Donc, on ne peut pas aller aux élections législatives encore de plus. On n'a même pas installé le chef de quartier, président des districts, président des jeunesse, des quartiers, des districts, tout ça n'est pas encore installé. Donc, le pays est totalement en chaotique. Alors, professeur, le professeur Alpha Condé serait-il un problème? Serait-il devenu un problème pour son pays, la Guinée? Je pense qu'au-delà de la personne ou de la personnalité du professeur Alpha Condé, du président Condé, je pense qu'il faut interroger en fait les ressorts. Il y a des ressorts profonds à ce genre de situation. Ce n'est pas un individu seul. Que pèse au fond un individu face à la volonté populaire si finalement derrière lui... Il est le président de la République dans un régime présidentialiste. Oui, il a aussi des soutiens. Et même si c'est vrai qu'il est aujourd'hui dans une situation... il est en porte-à-faux en fait avec la Constitution. Mais il faut interroger les ressorts profonds parce qu'il y a des ressorts profonds à cette situation. En off, tout à l'heure, vous rappeliez un peu l'histoire de cette Guinée-Conakry. Qui n'est pas un modèle de démocratie depuis. Le premier quart de siècle, la Guinée a vécu dans une dictature extrêmement dure. Le président Sékou Touré était un personnage ambivalent, nationaliste connu pour le nom qu'il avait opposé au projet de De Gaulle. Mais en même temps, le Camboiro, sa police politique, les purges, etc., a laissé un très mauvais souvenir. De nombreux exilés. De nombreux exilés. Ensuite, ses successeurs n'ont pas fait mieux que lui. Lansana Conté, Dadis Camara, à la brutalité de leur régime s'est ajouté un peu, je dirais, le côté ubuesque, etc. Alors le professeur Alpha Condé arrive, on aurait pu penser que lui qui avait vécu, qui a lutté pour la libéralisation... Qui a souffert des régimes qui a souffert dans sa chair et tout ça, qui a été privé de liberté, pour avoir été plusieurs fois mis en prison, on a pu penser qu'il aurait pu... sortir la Guinée de... Malheureusement, il est en quelque sorte rattrapé aussi par ces deux mots-là. Donc, il y a... On va appeler cela quoi? Un syndrome de quoi? Du troisième mandat? Oui, peut-être le syndrome du troisième mandat, puisqu'il n'est pas le seul dans la sous-région. Il y a aussi, me semble-t-il... oui, mais dans la sous-région, parce que comme je le disais au début, on avait cru bon devoir présenter l'Afrique de l'Ouest comme étant une région où finalement la démocratie avait véritablement pris pied. Donc il y a des facteurs pour revenir donc à la situation de la Guinée, pour essayer de comprendre finalement. Il y a les ressorts historiques qui sont propres à la Guinée. Et il y a aussi peut-être que... il y a la nature aussi finalement du pouvoir en Afrique, le pouvoir patrimonial. Il y a des gens qui ont théorisé là-dessus. Jean-François Médard a parlé du pouvoir patrimonial qui aboutit à quoi? À ces gouvernements perpétuels où finalement, arrivé à la fin de 2 mandats, on a envie de prolonger son mandat. Alors, quand je dis au gouvernement perpétuel ou nature patrimoniale des régimes présidentiels, c'est parce que, au fond, finalement, on a l'impression qu'en Afrique, les pouvoirs, et particulièrement les pouvoirs présidentiels, c'est un patrimoine, c'est un bien que l'on transmet avec son accord. Mais au-delà, je dirais, des familles politiques ou même des familles biologiques, il y a aussi que dans ces pays, cette tension-là est aussi liée à une sorte de clivage et à un certain nombre d'identités infranationales qui persistent et qui font que finalement, au-delà du débat politique qui est contre, qui est pour le troisième mandat, il y a aussi les ethnies. C'est une réalité très forte qui influence effectivement la réalité sociopolitique dans notre pays. Et la Guinée, malheureusement, n'y échappe pas.
Ok. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'histoire politique de ce pays. Nous allons y revenir. Je laisse le soin à Robert de se préparer à répondre à la question, la question selon laquelle il est surpris que cela vienne du président Alpha Condé. Mais allons-y déjà pour l'histoire politique de la Guinée avec Laïka Magora. Alors, le 26 mars 1984, un gouvernement d'intérim a été mis en place. Il est bientôt renversé par le colonel Lansana Conté, qui prend la tête du comité militaire de redressement national et devint président de la République. En 1985, le gouvernement de Conté échappe à une tentative de coup d'État. En décembre 1993, les premières élections pluripartites confirment Lansana Conté dans ses fonctions. Son principal adversaire politique est arrêté 5 ans plus tard. En décembre 1998, Lansana Conté est réélu avec 56% des suffrages exprimés. Des élections contestées par l'opposition. Le 22 décembre 2008, il meurt, souffrant depuis une dizaine d'années de plusieurs maladies, dont une forme aiguë de diabète et de leucémie. Le 23 décembre 2008, une jeune se présentant sous le nom de Conseil national pour la démocratie et le développement prend le pouvoir par un coup d'État. Et le lendemain, Moussa Dadis Camara s'autoproclame président de la République. En février 2010, le principal opposant Alpha Condé annonce sa candidature à ce scrutin présidentiel. Il arrive en deuxième position du premier tour le 27 juin, se qualifiant ainsi pour le second tour face à Cellou Dalein Diallo. Le 19 septembre 2010, le second tour de l'élection présidentielle est reporté au 7 novembre de la même année. Alpha Condé est déclaré vainqueur de ce scrutin par la Commission électorale nationale indépendante le 15 novembre face à un ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo. Voilà, alors donc le président Alpha Condé est aux commandes depuis 2010 et il a envie de rempiler. Cela vous surprend. Pourquoi que ça vienne de lui est si surprenant? Cela surprend déjà quand on connaît l'histoire de l'homme, quand on connaît les persécutions auxquelles il a été en proie par rapport au régime de ses prédécesseurs, quand on sait que lui-même a été condamné à mort simplement par ces régimes répressifs et qu'aujourd'hui, il se retrouve en train de finir normalement ses 2 mandats, on aurait attendu de lui qu'il passe la main et qu'il continue d'accompagner la succession. Maintenant, comme relevait le professeur Lungu tout à l'heure, il y a aussi l'aspect lié à la nature de l'homme. Ce n'est pas tant une question de zone géographique, mais c'est lié à la nature pouvoiriste de l'homme. L'homme H. L'homme grand H. De manière générale, l'homme a cette tendance à s'attacher au pouvoir, pourtant, ailleurs, aux privilèges. Dans certaines autres contrées, ce n'est pas le cas. Simplement parce que l'Afrique reste devoir relever un principal défi, celui des institutions fortes. Et malheureusement, on n'a pas encore atteint ce stade d'institutions fortes, ce qui fait qu'un individu peut aujourd'hui malheureusement se retrouver en train de tordre le cou à des dispositions. Alors ce qui est surprenant, c'est que le professeur Alpha Condé, il est professeur de droit. Il connaît le droit. En plus, il a souffert de ce qu'il tente d'imposer aujourd'hui à ses concitoyens. Et mieux, c'est même lui qui a conduit la médiation au Togo en ce qui concerne la limitation des mandats. C'est lui qui était... Pourquoi cette médiation a échoué? Peut-être que l'explication peut se trouver de ce côté-là. On ne va pas s'avancer plus loin, mais ça reste quand même un véritable problème parce que ça pourrait ramener la Guinée en arrière. Alors, professeur Lungu, c'est une énigme que cela vienne du professeur Alpha Condé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, celui qu'on présentait comme, parce que quelqu'un l'a dit, c'est le Mandela de l'Afrique occidentale, tout d'un coup change? Qu'est-ce qui se passe? La comparaison avec Mandela... c'est lui-même qui l'a dit. Hein? Oui, la comparaison était quand même osée parce que, en dehors du fait qu'ils aient vécu tous les deux dans des geôles, après, c'est quand même 2 parcours totalement différents.
Mandela, si ma mémoire est bonne, n'a fait qu'un seul mandat et s'en est allé. Alors que Alpha Condé, manifestement, veut s'accrocher au pouvoir. Alors, ça peut étonner effectivement qu'il agisse ainsi, mais lorsqu'on est en dehors du pouvoir, on vit d'illusions. On pense que une fois qu'on y sera, on est à même de changer les choses parce qu'on a une autre vision, etc. Mais une fois qu'on est dans le pouvoir, on change en réalité, confronté à la pratique. Qu'est-ce qui fait qu'on change de nature? Moi, je crois qu'au-delà de la personne, alors il a toujours la possibilité de dire, bon, écoutez, moi je respecte la Constitution, je m'en vais. Mais je pense qu'au-delà de sa personne, il y a un ensemble de réalités qui sont propres à nos pays, ce qu'on appelle généralement l'entourage. Alors ça peut être l'entourage immédiat, le cercle présidentiel, ça peut être aussi la communauté qui estime que le pouvoir nous appartient et que une fois que vous êtes parti, qu'est-ce qu'on devient, etc., etc. C'est une problématique importante, l'hyper-présidentialisation. Je pense que on pourrait peut-être dégoûter, le terme était peut-être trop fort, les gens au pouvoir si jamais le pouvoir présidentiel était réduit à sa plus simple expression. Je vais tenter une comparaison. Par exemple, quel est le rôle du président, sur ce qu'on appelle le président, dans des pays comme l'Allemagne ou Israël, par exemple? C'est une fonction honorifique. Bon, je n'irai pas jusqu'à proposer que la fonction présidentielle le soit forcément en Afrique, mais si vous prenez notre... Peut-être un changement de régime. Oui, c'est-à-dire que le pouvoir présidentiel, on devrait même parler d'hyper-présidentialisme en réalité. Je voudrais prendre un exemple en Afrique, pour être beaucoup plus concret. Prenons par exemple le cas du Nigeria. Au Nigeria, les gouverneurs ont des pouvoirs tels qu'en réalité, le chef de la fédération, le président de la République fédérale du Nigeria, s'occupe des questions transversales. C'est la politique étrangère, c'est la défense, c'est la monnaie, c'est essentiellement ça. Alors que dans un certain nombre de pays africains, le pouvoir présidentiel est tel que finalement tout dépend de lui. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il y a des élections présidentielles, il y a une telle tension autour de cette fonction qu'on en arrive à des situations où finalement, à chaque fois, nos pays sont au bord de la guerre civile. Mais ma question demeure quand même. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme le président Alpha Condé, qui connaît le droit, qui a vécu les difficultés de telles situations, qu'est-ce qui fait que lui, tout d'un coup, il y a un retournement de situation également avec lui? Mais je pourrais vous répondre de manière simple, peut-être lapidaire même. Je dirais que il a pris goût au pouvoir, c'est tout. Le pouvoir est si lascif. Il a pris goût au pouvoir et comme disait votre confrère, c'est aussi une question d'institutions finalement. Les institutions, je pense qu'il ne sont pas fortes. Les institutions ne sont pas fortes, mais c'est encore beaucoup plus compliqué que ça parce que la monocratique du pouvoir, et c'est vrai, la formule on ne partage pas le pouvoir, c'est la réalité. La nature monocratique du pouvoir, la nature patrimoniale du pouvoir fait que finalement le pouvoir appartient à celui qui l'incarne, à ceux qui sont avec lui, je parle du cercle présidentiel, mais tout ça, ça peut s'étendre à la communauté ethnique, etc. etc. Donc, c'est un enjeu. Il y a une dimension socio-anthropologique très forte, le rapport au pouvoir, au-delà donc de la personne de Alpha Condé. Et concernant la Guinée, on a envie de parler d'une sorte de malédiction, une malédiction qui frappe ce pays depuis qu'il existe. En tout cas, c'est un peu de cela que parle notre confrère Honorat Yedagne de Côte d'Ivoire. Le cas guinéen relève d'une démarche des temps anciens. Et on peut s'étonner qu'un opposant historique qui hier encore s'est engagé à ne jamais solliciter un troisième mandat puisse conduire son pays vers un affrontement avec sa propre histoire. Aujourd'hui, on se rend compte que si rien n'est fait, c'est l'armée qui va encore se projeter sur la scène politique pour jouer les arbitres entre les acteurs politiques guinéens. Or, on sait ce que l'interférence politique et politicienne de l'armée dans la vie politique guinéenne a donné comme malheur à ce peuple. Donc, si je me résume bien, au moment où des chefs d'État africains prennent leur bâton de pèlerin pour inviter
la communauté internationale et les Africains à s'engager dans la modernité politique, à s'engager pour une nouvelle verticalité politique en refusant la culture du troisième mandat, je pense qu'il y a lieu que, en ce moment précis, la communauté internationale prenne en charge le cas guinéen et demande instamment à Alpha Condé de renoncer à son projet de troisième mandat. Alors Robert, merci beaucoup Honora. Honora est journaliste, ancien directeur général de Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental de Côte d'Ivoire. Eh bien, il a bien voulu accepter de participer à cette émission. Nous avons entendu son sentiment. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce que vient de dire Honora? Faut-il faire appel finalement à la communauté internationale? Malheureusement, on ne devrait plus devoir appeler la communauté internationale, appeler à ce que ce soit d'autres, des éléments extérieurs qui interviennent dans la politique intérieure. Il faut en principe que nos chefs d'État soient suffisamment consciencieux, citoyens, qu'ils aient vraiment l'intérêt supérieur de leur pays au-dessus de toute autre considération partisane et qu'ils apprennent à quitter les choses exactement tels qu'ils en prennent l'engagement au moment où ils prêtent serment. Alors aujourd'hui, qui peut parler à Alpha Condé? Malheureusement, c'est peut-être ce qui devra se faire. La communauté internationale qui a commencé d'ailleurs à sensibiliser, à lancer des appels un peu aux côtés de la société civile pour qu'il entende raison, mais on ne devrait pas en arriver à des extrémités comme celle-là. Professeur Serge Lungu, quelqu'un peut-il parler à Alpha Condé, mais qui a des soutiens tout de même, hein? Il ne faut pas qu'on occulte cela. Alpha Condé a des soutiens. D'abord, Alpha Condé est à la tête d'un pays qui est immensement riche. Je pense notamment au potentiel minier. Et donc, ceux qui ont, je dirais, vocation à lui donner des leçons, à le rappeler à l'ordre, je pense notamment à l'Union européenne, se gardent de le faire parce que, en le faisant, il pousserait Alpha Condé vers d'autres bras. Il y a les Chinois qui sont là. Mais ils l'ont fait pour d'autres pays. Il y a un principe. Les Chinois, les Russes ont un principe. C'est de ne pas s'occuper des affaires intérieures de pays. Donc, parfois, la politique est rattrapée par les intérêts, devant les intérêts économiques. Vous savez, le discours sur les droits de l'homme, la démocratie et tout ça, on le met quelque peu en sourdine. Surtout avec les Chinois. Surtout avec les Chinois, c'est-à-dire que si les Européens, qui souvent donnent des leçons aux États africains, alors que parallèlement aussi, ils sont beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus complaisants avec des chefs d'État sous notre cieux. Je pense notamment aux pays du Golfe arabo-persique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ça, c'est ça toute la difficulté aussi de cette fameuse communauté internationale, au fond, qui est derrière cette communauté internationale, sachant très bien que devant les intérêts économiques, généralement, tout le discours sur les droits de l'homme, tout le discours sur la démocratie est mis sur le boisseau. Mais la communauté internationale pourrait commencer par la CEDEAO. Oui, et puis ensuite l'Union africaine. Oui, sauf que cette CEDEAO aussi, faisons une carte, je dirais, faire une carte politique de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la situation n'est pas homogène dans cette Afrique de l'Ouest? La Côte d'Ivoire, qui est un pays moteur sur le plan économique, risque de se retrouver aussi dans la même situation. On tire aujourd'hui à boulet rouge sur Alpha Condé, à raison, mais il me semble que le président Ouattara, qui a quelque chose près, a un peu le même parcours que lui, se retrouve aujourd'hui à vouloir finalement passer outre la Constitution. Si vous le voulez bien, on pourrait parler de la situation de la Côte d'Ivoire mardi prochain, si vous acceptez notre invitation. Écoutez, je vous donne mon accord de principe. Là aussi, c'est l'actualité. Là aussi, c'est l'actualité. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, cette CEDEAO-là aussi n'a pas forcément un discours homogène, parce que nous sommes dans une sous-région où il y a une dissemblance des situations et que ça va être extrêmement difficile d'en imposer quoi que ce soit à Alpha Condé. L'Union africaine? Oui, mais même l'Union africaine elle-même aussi, elle a du mal à imposer quoi que ce soit. Sauf peut-être à des États faillis comme la Centrafrique, où on peut facilement imposer, mais un pays comme la Guinée, c'est extrêmement difficile. Je voudrais aborder aussi, je revenir un peu sur cette affaire du nombre de mandats.
Alors, je ne sais pas combien de mandats cette dame a fait. Je pense notamment en Angela Merkel. Mais j'ai l'impression qu'elle est au-delà de 2 mandats. En disant ça, je pense que on ne devrait pas se focaliser sur le nombre de mandats. Ce qui est sûr, c'est que Alpha Condé est en porte-à-faux, puisque la Constitution dit c'est 2 mandats, il faut pouvoir le respecter. Mais encore une fois, que ce soit 2 mandats ou que ce soit 3 mandats, le problème n'est pas là. Le problème, c'est 1, la séparation des pouvoirs, 2, qu'il y ait suffisamment de liberté, il faut sortir de l'hyper-présidentialisme qui fait que finalement la fonction présidentielle concentre toutes les énergies, toutes les tensions, de telle sorte que finalement, lorsqu'on approche des élections présidentielles, nos pays sont généralement sous tension et au bord du gouffre. C'est ça véritablement le problème. Donc il faut faire en sorte que nous ayons des institutions fortes, des contre-pouvoirs pour dire, par exemple, lorsqu'on se retrouve face à des situations de ce genre, dire à Alpha Condé, mais tu ne peux pas fouler au pied la Constitution. Alors, donc Robert, le nombre de mandats me semble-t-il important, d'autant plus que, et je termine du moins sur cet aspect, d'autant plus qu'il y a aussi une situation qui est passée un peu sous silence, mais qui m'est apparue tout à fait aberrante. Alors là, on a la situation de quelqu'un qui veut aller au-delà de 2 mandats, mais n'oublions pas qu'au Bénin, Talon, lorsqu'il est arrivé, a voulu introduire un débat sur cette affaire de 1 mandat. Bon, voilà, on a l'impression que finalement la Constitution aussi était un moyen de distraire les gens. Ok, alors comment avoir des institutions fortes? Vous en parliez tout à l'heure. Dans ces régimes où le président il est tout puissant, comment glisser d'un régime où le président est tout puissant à un autre où on aurait des institutions fortes avec, comme le disait le professeur, une bonne séparation des pouvoirs? C'est déjà avoir des dirigeants, des consciencieux et citoyens. De la carrière d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, qui a reçu son prix, je crois, aujourd'hui. Hein. Et des dirigeants qui acceptent aussi, comme relevait le professeur Longou, faire en sorte que le président ne soit plus super puissant. Parce que le véritable problème est là. On a devant soi une sorte de demi-dieu ou de dieu carrément qui est capable ou décide de tout. Donc si on arrive aujourd'hui... Le chef suprême des armées, le chef des magistrats, le chef de tous les exécutifs. Qui a tous les titres. Donc si on arrive aujourd'hui à effriter, à émietter cette superpuissance, je crois qu'eux-mêmes, à un moment donné, ils sentiront, ils sauront quelles sont leurs limites. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est la grande équation qui est posée. Peut-être que, professeur, vous pourriez nous donner des pistes, le temps d'aller à Cotonou, retrouver un confrère qui s'appelle Ozias Sounouvou, qui a eu à intervenir dans notre émission Actu 7 dimanche dernier. Et nous sommes intéressés par la réaction qu'il a eue. Et en tout cas, il a été déçu que cela vienne de quelqu'un comme le président Alpha Condé. Pathétique tout simplement, pathétique soubresaut qui se traduit par ces répressions face à la résistance citoyenne contre un 3e mandat. Alpha Condé pourtant, qui nous a habitués pendant longtemps, pendant qu'il était dans l'opposition, à combattre justement cette fâcheuse inclination hégémonique de la longévité illégale et légitime au pouvoir, le voilà qui succombe à ces mêmes tentations, comme avant lui Ouad au Sénégal. Heureusement, chez lui, ça n'a pas prospéré. Mais les constitutionnalistes et la société civile africaine doivent réinventer des règles qui sacralisent davantage le respect du contre-politique de dévolution du pouvoir en Afrique. Alors, si vous voulez savoir, moi je penche même pour un durcissement, pour instaurer un impeachment à la manifestation la plus minimaliste possible, révisionniste de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Franchement, c'est un peu décevant. Voilà. De la déception, certes, mais en même temps, il y a des propositions qui sont faites, faire en sorte qu'on ne puisse pas vraiment toucher à la Constitution. C'est ce que nous propose notre confrère Ozias du Bénin. Oui. Alors, quand on parle d'institutions fortes, au fond, les institutions s'incarnent à travers des individus.
les institutions, quand on dit institutions, c'est abstrait, voilà. Mais derrière les institutions, il y a des individus. Donc il faut, à la tête de ces institutions-là, des gens qui aient suffisamment de courage pour pouvoir monter au créneau, comme on dit, de manière civiale. Mais justement, on pensait que le président Alpha Condé, c'était ça. Oui, malheureusement, il a pris goût au pouvoir. C'est ça un de vos confrères, un de vos collègues, la semaine dernière, disait qu'il faut se méfier de ces opposants-là qui se battent, qui disent qu'eux, c'est des saints finalement, et puis quand ils arrivent au pouvoir... Bon, disons que moi, je ne pense pas qu'il y ait de loi là-dessus. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Voilà. La réalité, c'est, comme quelqu'un l'a dit, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est Alpha Blondy, dans une chanson. Bon, le pouvoir absolu corrompt absolument. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est, comme je l'ai dit et répété, c'est-à-dire qu'il faut dépouiller le pouvoir présidentiel d'un certain nombre de compétences pour les redistribuer. La difficulté, c'est comment le faire? C'est la société civile. C'est l'ensemble... Elle-même qui est plombée aussi des fois. L'ensemble de la communauté nationale. L'ensemble de la communauté nationale. Parce que tout le problème que nous avons aussi en Afrique, c'est que, au fond, ce qu'on a appelé le vent de l'Est, le discours de la boule, est-ce que cet engagement sur le chemin de la démocratie était un engagement d'inspiration endogène? Est-ce que c'était une... Bien sûr, bon, il y a eu une aspiration vers la démocratie, mais au fond, finalement, tout ce vent-là, est-ce que ce n'était pas aussi dicté, je dirais, par un contexte, de telle sorte que finalement, les pouvoirs se sont adaptés? C'est-à-dire qu'il y a une communauté internationale à laquelle on veut faire plaisir, donc on adopte les mécanismes des institutions, la lutte contre la corruption, on adopte une constitution qui, sur le papier, est irréprochable, etc. On le fait parce qu'au fond, on est inspiré soi-même, ou bien simplement parce qu'il y a une communauté internationale qui nous dicte des choses qui ne correspondent pas, j'ai envie de dire, finalement, à nos réalités socio-anthropologiques. Quand je le dis, ça ne veut pas dire que nos sociétés n'ont pas vocation à se démocratiser, mais le problème est celui-là aussi. Est-ce que tout ça est quelque chose qui est d'inspiration endogène? C'est-à-dire que c'est chaque pays qui a trouvé sa voie. Voilà. Est-ce que ça ne répond pas finalement à une sorte de dictat? Et on mime, on fait semblant, alors que la réalité est tout autre. Et est-ce qu'on peut ajouter, est-ce que derrière le président Alpha Condé, il n'y a pas des forces d'intérêt qui attendent de profiter justement de ce que le président Alpha Condé se maintienne pour peut-être continuer d'exploiter les grandes richesses qu'on trouve en Guinée? Oui, c'est possible. Oui, il y en a qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas, parce qu'il y a des contrats qui ont été signés, parfois de gré à gré, etc. Mais je pense qu'il y a aussi, au-delà de ce que souhaiteraient des groupes d'intérêt à l'extérieur, mais il y a aussi à l'intérieur de la Guinée. En réalité, si l'ensemble des Guinéens souhaitaient que Alpha Condé... les zones de confort, comme disait un de vos confrères. Voilà, partent, je ne suis pas sûr qu'ils tiendraient un jour. Voilà, c'est ce que je disais au départ, c'est que le caractère patrimonial du pouvoir est tel que finalement, au-delà de la personne d'Alpha Condé et peut-être de sa famille biologique, il y a aussi des communautés qui s'identifient à lui. Donc la question identitaire, parce que derrière les personnes qui s'opposent, qui veulent accéder au pouvoir, qui veulent conserver le pouvoir, il y a aussi toutes ces contingences socio-anthropologiques qui font que la situation est extrêmement difficile. Et à force de maintenir les pouvoirs présidentiels dans cette nature, l'hyper-présidentialisme fait en sorte qu'il y a toujours une tension autour justement de la fonction présidentielle et on n'en sort pas. Alors, les conflits, on n'en sort pas justement, et ces conflits-là viennent de ces troisième mandats, qui sont devenus comme un phénomène de mode maintenant en Afrique, Robert. Alors, vous parliez tout à l'heure de faire en sorte qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais je crois que ce n'est pas possible de ne pas toucher une constitution à un texte, une Constitution. Mais Ozias disait qu'il faut faire en sorte qu'on ait vraiment des difficultés à la toucher. Maintenant, voilà, il faut pouvoir mettre des mécanismes en place de telle sorte que la modification de la Constitution ne puisse se faire que
grâce je vais me redire, des mécanismes huilés et assez corsés. Alors, c'est une équation, peut-être qui va faire l'objet d'émissions ici à la Belle Radio et Télévision. Je voudrais vous faire part du sentiment d'un monsieur qui dit son mot dans tout ce qui est politique aujourd'hui. C'est un chanteur, un artiste chanteur ivoirien, africain, Tikenja Fakoly, et le commentaire est signé Sabrina Koye. En 1998, l'artiste Tikenja Fakoly avait chanté pour la libération d'Alpha Condé, alors opposant guinéen à cette époque. Tikenja affirme être déçu des actes posés par Alpha Condé depuis son accession au pouvoir. Surtout, le reggaeman ivoirien demande au président de la République guinéenne d'écarter toute idée d'un troisième mandat ou d'un projet de réforme de la Constitution en sa faveur. Effectivement, c'est une grande satisfaction parce que ces titres-là, on les a fait pour dénoncer et pour que le peuple puisse les prendre, s'en emparer. Et donc, il y a des titres comme Le pays va mal, comme Yanama, et donc des titres qui sont très souvent repris par les manifestants dans les pays africains, et même quelquefois ici à Paris. Et quand on voit la manière dont certains chefs d'État se comportent, on peut penser qu'effectivement c'est une drogue, parce qu'il y en a qu'on est obligé d'aller décrocher, tellement ils s'accrochent. Il faut les décrocher au prix de 46 morts, 50 morts, même 100 morts. Ils ne quittent pas, et donc je pense qu'on ne peut pas être normal et rester comme ça, pendant qu'il y a des gens qui sont tués. Lexus, c'est l'un des artistes très engagés dans cette région, et donc c'était important qu'on fasse des choses ensemble. C'est pas la première collaboration, on a déjà fait un titre sur son album, son avant-dernier je crois. En tout cas, dans cette interview, certainement que l'extrait n'est pas arrivé, mais dans cette interview, Tikenja Fakoly demande au peuple guinéen de se soulever et de faire barrage à ce projet d'Alpha Condé. Alors finalement, le troisième mandat, une plaie sur le continent. Il y a même un séminaire qui a eu lieu il y a quelques semaines à Niamey. Oui, bon... Le troisième mandat, ou encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce soit un mandat... Parce qu'on est passé des mandats indéfinis avec les pères, ce qu'on appelle les pères des indépendances, indéfinis jusqu'à la mort. Et puis ensuite, il y a eu 1990, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et puis on a dit, bon, il faut limiter les mandats à 2. Mais bon, le problème n'est pas réglé. Et le troisième mandat aujourd'hui, il symbolise, il cristallise toutes les difficultés de l'Afrique. Encore une fois, c'est parce que la fonction présidentielle suscite beaucoup de tensions, beaucoup d'enjeux. Ce qu'il faut, au-delà du nombre de mandats, c'est encore une fois repartir les pouvoirs, aller vers une forte décentralisation, faire en sorte que... Parce que casser la force de la fonction politique aussi, peut-être. Oui, parce que, vous savez, vous pouvez organiser ce que je dirais, c'est une sorte de rituel électoral tous les 5 ans, à l'issue duquel on pourrait changer la tête du pays, sans pour autant que le pays réel ne change véritablement, parce que la classe politique peut aussi prendre le pays en otage. À savoir que, bon, écoutez, chaque année, ou tous les 5 ans, autant pour moi, on change la tête du pays, mais sans pour autant que, finalement, le développement le suive, etc., etc. Donc, je crois que au-delà du nombre de mandats, lorsqu'il y a un nombre de mandats fixé, il faut pouvoir le respecter. Mais au-delà de ça, je pense, encore une fois, moi, mon problème se situe au niveau de la concentration des pouvoirs. Vous les avez énumérés ici. Le président de la République est à la fois le chef suprême des armées, il est le président de la magistrature, etc. C'est un mélange de genres qu'il faut que finalement la fonction présidentielle est telle que tout le monde, une fois qu'on y est, on s'y approche, et quand on n'y est pas, on fait tout pour pouvoir y accéder. C'est ça le véritable problème en Afrique. Voilà. Ok. Alors Robert, et l'autre danger, excusez-moi Georges, l'autre danger c'est que quand on ne part pas, ou quand on fait une tentative de force, un peu comme malheureusement c'est en train de se produire du côté de la Guinée, après on rentre dans un cercle vicieux où on est obligé de rester pour essayer de faire taire les différentes exactions qui ont eu. Sinon, on se retrouve malheureusement en train de devoir rendre compte ou en train d'être coupable de tout ce qui s'est passé. Alors, le président Alpha Condé, il a dit qu'il a le peuple avec lui.
et que les opposants, justement, sachant qu'ils n'ont pas le peuple avec eux, eh bien, organisent des manifestations. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aller carrément à ce référendum et attendre que le référendum définisse la situation qui doit prévaloir? Déjà, le problème du référendum, c'est que l'opposition estime que les dés sont pipés d'avance. Donc, un référendum ne serait que le résultat qui est déjà organisé par ses soins entre griffes. Donc, le peuple, ou une partie du peuple en tout cas, l'opposition, la société civile, ne croit pas à ce rendez-vous. Et ensuite, quand on écoute le président Alpha Condé lors de sa rencontre le week-end dernier, on a quelqu'un qui donne l'impression qui est dans le déni de ce qui se passe finalement, qui donne l'impression que c'est une sorte d'instrumentalisation, une sorte de petite pagaille, c'est ce qu'il a utilisé lui-même comme terme, de petite pagaille isolée comme ça, et qui ne correspond pas forcément au desiderata ou qui ne reflète pas la réaction normale de ses concitoyens par rapport à sa velléité ou ses velléités de briguer une fois de plus la magistrature suprême. Alors, si le président Alpha Condé se rend compte qu'effectivement, tout ce qui se passe est réel, comme dit Robert, il a l'impression que ce n'est pas réel, c'est de la fiction. Il est même allé jusqu'à dire qu'il y a certaines images qui ont été tirées de Haïti et tout ça. Alors, s'il se rend compte que l'opposition est réelle, pensez-vous, on va faire de la fiction, qu'il puisse reculer et puis renoncer à son projet? Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Je voudrais rappeler ici un fait qui s'est passé, je crois, il y a 1 an ou 2, enfin, à l'issue de l'élection en Gambie. Après l'élection, et jamais a fait un pas en avant, un pas en arrière, pour se rendre compte que finalement, non, qu'il ne pouvait pas. Et donc, il s'en est allé. Donc, oui, c'est possible que s'il sort de son déni, oui, il puisse... Face à la réalité, effectivement, il pourrait surprendre beaucoup de monde en disant « Bon, ben, écoutez, j'ai compris, je m'en vais, je suis un grand seigneur, donc je m'en vais, je ne voudrais pas qu'à cause de moi, mon pays... » C'est dans l'ordre du possible. Okay. Mais le professeur Lunghi disait aussi quelque chose de très important. Il y a l'entourage. De bonne foi, il peut malheureusement se retrouver en train de ne dire... cet entourage, quand même. Oui, mais après on se retrouve très vite prisonnier de cet entourage, esclave de cet entourage. Voilà. Il peut se retrouver malheureusement en train de ne dire que des éléments de discours dictés par son entourage. On peut de bonne foi lui donner l'impression que, ah non, vraiment, c'est juste l'opposition, c'est juste 2 ou 3 pelés, 3 tondus qui sont en train de semer la zizanie, ne vous inquiétez pas, tout va bien. En attendant, les ressortissants guinéens qu'on a rencontrés ici à Libreville sont tout simplement perplexes, ils sont inquiets et on a presque envie de dire qu'ils s'en remettent à Dieu. Regardez, écoutez. La solution, voilà le problème. Ça, c'est difficile parce que depuis 2010, on dit CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, personne ne parle. Est-ce que vous avez vu un président qui osait parler depuis qu'Alpha Condé commençait à assassiner les gens en Guinée-Conakry? Seule solution, c'est la lutte. La lutte continue, non seulement en Guinée, au niveau de la diaspora. Ici, dimanche passé, nous étions à la Chambre de commerce. Tous les ressortissants guinéens étaient là-bas, notamment les 4 réseaux naturels, les Basses-Côtes, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et le Guinée frontière. Nous avons dit, un seul mot, 2 mandats, ça suffit. Et notre Guinée en 2020. Alors voilà, on l'a dit, est-ce que la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne peuvent intervenir? Il y en a un des ressortissants guinéens qui a dit il faut lutter, il faut se battre. Alors, on est pratiquement au terme de cette émission. Quels sont les différents scénarios possibles? Alors, quels sont les différents scénarios possibles? Tout à l'heure, avant le reportage, vous avez posé la question de savoir si, finalement, face à la réalité, le président Alpha Condé pourrait faire marche arrière. Oui, c'est un scénario possible. L'autre scénario, c'est qu'il s'entête et que le pays plonge dans un nouveau cycle de violence et donc ouvre à nouveau des blessures qui sont à peine cicatrisées, puisque on l'a dit, dans l'histoire de la Guinée est quand même une histoire faite de violence politique.
Je ne pourrais pas rappeler des très vieux souvenirs, mais nous savons que, par exemple, sous Sékou Touré, il y a eu des purges, ce qu'on a appelé, par exemple, ce qu'il a qualifié à l'époque le complot Peul, etc. Donc c'est une histoire qui est traumatique, en tout cas, et je crois qu'il faut, la question guinéenne, il faut l'examiner avec beaucoup de, je dirais, beaucoup d'objectivité, beaucoup de circonspection. Sans doute que l'attitude du président Alpha Condé vient rajouter, un peu comme on dit, de l'huile sur le feu. Mais comme je l'ai dit souvent, en tant que géographe, en réalité, chaque peuple qui est enfermé dans des frontières vit une expérience nationale différente. Il finit toujours par le différencier du voisin, etc. Même si on peut voir quelques ressemblances, mais il n'empêche que quand on additionne tous ces ingrédients-là, en réalité, chaque pays est en soi une combinaison différente. Les solutions qu'on peut appliquer à la Côte d'Ivoire, pas forcément sont pas celles. Voilà, celles qu'on applique à la Gambie, c'est pas forcément parce que les réalités économiques, notamment l'influence de la Guinée, l'aura du président Condé, qui était un opposant, dont on peut. Est-ce que la CEDEAO, les présidents de la CEDEAO, ne peuvent pas jouer un rôle là? Ils peuvent jouer, oui, sur le plan diplomatique, sauf que je doute fort. Là aussi, peut-être que les institutions de la CEDEAO ne sont pas suffisamment fortes. Oui, mais parce que les pays ne se ressemblent pas. Je veux dire qu'on peut facilement faire une injonction à un président de la Gambie, chose qu'on ne peut pas forcément faire à un président de Guinée, qui est un pays qui compte finalement en Afrique de l'Ouest. Donc, le monsieur disait que la lutte continue. Oui, parce que, encore une fois, que ce soit en matière de développement économique, que ce soit en matière de démocratie, tous ces processus-là doivent être d'inspiration endogène. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra démocratiser les États. Ce n'est pas non plus cette communauté internationale qui viendra développer nos États. Donc tout ça, c'est les Guinéens qui doivent tracer leur chemin, bien entendu avec sans doute l'apport des pays voisins, de la communauté internationale, mais encore une fois, c'est au... Et des fois, certains présidents de pays voisins ne sont même pas aussi exempts de reproches. Ils ne sont pas aussi exempts de reproches, parce que si vous faites le reproche à Alpha Condé, il faudra le faire à Ouattara, au président Ouattara, etc. etc. Donc, je pense que il faut amener les peuples africains, là on parle des Guinéens, mais les peuples africains, à pouvoir trouver leur chemin. Les pays ont beau avoir la même histoire coloniale, mais au fond, la trajectoire historique est tellement différente que les solutions ne doivent pas être identiques. Ok. Alors, la Guinée, c'est donc une affaire à suivre. C'est une affaire en suspens actuellement. C'est une affaire en suspens et je dirais seul l'avenir nous dira de quoi il sera finalement. Ok, merci beaucoup professeur. Robert, le mot de fin, la Guinée au niveau journalistique, une affaire d'actualité, une affaire de suivi au quotidien, j'allais dire. Exactement, les 14, 15 et 16 octobre dernier étaient assez durs, assez compliqués, assez chauds. Le 24 aussi, ça va chauffer. Et malheureusement... On annonce une marche pacifique, mais bon. Malheureusement, le 24 octobre aussi est une date à craindre par rapport à ce que... Puisque l'opposition reste déterminée et estime qu'ils sont prêts à en découdre avec le président Condé s'il ne tenait pas compte de leurs desiderata. Et malheureusement, on pourrait aller vers un clash qui ne serait évidemment pas souhaitable. Je pense, avec votre permission, je voudrais aussi ajouter, c'est que, bon, on n'a peut-être pas eu le temps, mais... sur pourquoi les gens s'accrochent aussi au pouvoir. C'est aussi finalement la peur du lendemain. Vous êtes au pouvoir, dans le reportage que vous avez diffusé, Alpha Condé, dans le passé, les manifestations se sont terminées par des morts, etc. Vous voyez l'épée de Damoclès, la CPI qui plane. Ce qui s'est passé par exemple en Angola, où la famille Dos Santos aujourd'hui est emprisonnée. Je ne dis pas qu'on a raison, est dépouillé, etc. Donc, la peur de lendemain fait aussi que finalement, les gens se disent, mais une fois qu'on a perdu le pouvoir, qu'est-ce qu'on en devient? Donc, il y a aussi un effort à faire du côté des opposants, de ceux qui aspirent à prendre le pouvoir. C'est que si l'on veut amener les gens finalement à respecter la Constitution, mais il faut leur, je dirais,
aménager un futur qui ne leur fasse pas peur. Parce que c'est ça aussi, la peur du lendemain, qui fait que dans certains cas, les gens finissent par s'approcher. D'où la nécessité aussi d'avoir un magistère correct. C'est sûr. Voilà. Et d'où des actions comme celle de Mo Ibrahim, par exemple, qui récompense les présidents qui acceptent de céder le pouvoir, le parti leur donne un bon pactole. Mais de toute façon, le peuple ne se retournera ou s'est rarement retourné contre un dirigeant qui est parti de lui-même au terme de son mandat. C'est rare. Ok. Vous avez parlé d'Abiy Mohamed. Mo Ibrahim. Non, Abiy Ahmed. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Le Premier ministre éthiopien. Il faut quand même rappeler que l'Éthiopie est une fédération. Ce n'est pas un État unitaire et centralisé. Je pense que c'est aussi le modèle d'organisation politico-territoriale. Mais là-bas aussi avec de grosses difficultés au niveau des communautés. Avec des grosses difficultés. Mais justement, c'est le modèle fédéral est celui qui garantit l'unité dans la diversité. Plus le régime parlementaire. Oui, le régime parlementaire. Bon, souvent dans le régime parlementaire aussi, il y a beaucoup d'instabilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi interroger la forme d'organisation politico-territoriale de nos pays. Est-ce que nous devons continuer dans des pays, des États-nations organiquement diversifiés, c'est-à-dire multiethniques, avec une forme unitaire et centralisée? Ça aussi, c'est tout le problème. Une série donc d'interrogations. De quoi sera fait la Guinée dans les jours qui arrivent? Eh bien, la question est posée. Comme le disait Robert, c'est une affaire à suivre de très près au niveau de l'actualité. Merci beaucoup, professeur Serge Lungu. Je vous le rappelle, le professeur Serge Lungu est géographe politique, enseignant à l'université Omar Bongo, ici à Libreville. Et merci beaucoup à Robert, qui est le directeur de la rédaction de La Belle Radio et Télévision. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi à vous qui nous avez suivis. Nous nous retrouverons mardi prochain. Le professeur Serge Lungu a pris l'engagement d'être avec nous pour qu'on puisse parler de la situation qui est en train de se crisper en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt. Au revoir.